Bon, donc, je vous remercie beaucoup d'être venu pour cette nouvelle rencontre de la Fondation Gabriel Péri. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le professeur Issa Ndiaye et monsieur Joseph Brunet-Jailly autour de l'ouvrage que monsieur Ndiaye a publié aux éditions de la Sahélienne et qui s'intitule Démocratie et fracture sociale au Mali, publié en 2 tomes. Le premier s'intitule Silence, on démocratise, et le second tome, Le Festival des brigands. Donc, Issa nous dira pourquoi il a choisi ces titres. Simplement pour introduire rapidement, je vous rappelle que Issa Ndiaye est donc philosophe. Il a enseigné la philosophie à l'Université nationale du Mali à Bamako. Il préside actuellement depuis plusieurs années le Forum civique, qui est une structure associative basée à Bamako qui contribue au débat public. Et la Fondation a eu l'occasion de soutenir certaines de ses activités. Par le passé, Issa a été ministre de la Culture et de la Recherche scientifique du premier gouvernement d'Alpha Oumar Konaré et ministre de l'Éducation nationale du président Amadou Toumani Touré. Alors la Fondation a souhaité soutenir ce beau projet d'édition parce que ça constitue un témoignage éclairé sur l'histoire récente du Mali. Un témoignage qui nous permet de mieux comprendre pourquoi le Mali est dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, embourbé dans une crise qui prend racine non pas en 2011 et 2012, date à partir de laquelle il y a eu l'occupation, les affrontements militaires, mais une crise qui prend sa source dès les premières années du processus de démocratisation après la chute du dictateur Moussa Traoré en 1991. Issa nous propose ici une compilation de textes dans lesquels il revient sur les dérives du nouveau pouvoir issu du mouvement démocratique de 1991, des dérives qui s'accentuent, qui s'aggravent tout au long des années 2000 et 2010. Il porte un regard critique sur l'ADEMA, le parti majoritaire présidentiel, sur ses militants, sur ses responsables politiques. Le regard critique se porte aussi sur l'opposition qui s'installe au fur et à mesure des années dans un jeu assez confortable avec le pouvoir en place. Et finalement, c'est tout un système de gouvernement qu'il critique et dénonce, fondé sur le consensus, qui aboutit à ce qu'il qualifie d'une politique de compromis douteux et de laxisme, que Issa donc dénonce dès 1993. Donc ce soir, c'est l'occasion d'aller plus en détail sur cette critique de l'histoire récente et de la démocratisation au Mali. Issa revient beaucoup sur les mécanismes de corruption, les mécanismes de fraude électorale massive qui ont permis l'élection d'Amadou Toumani Touré en 2002, puis sa réélection en 2007, dans l'indifférence de la population malienne qui se mobilise très peu lors des scrutins électoraux. Ces contributions nous éclairent aussi sur le bilan économique et social catastrophique pour le pays du gouvernement par l'ADEMA et le président ATT. Il insiste aussi, et c'est un caractère spécifique de l'ouvrage très intéressant, sur l'éducation qui est un secteur sinistré au Mali et dont il dit qu'il devrait plutôt être une priorité, si ce n'est la priorité des politiques de développement au Mali. Enfin, ces textes nous expliquent aussi le contexte international et les relations si particulières qu'il y a entre la France et le Mali. Il nous explique bien sûr que l'intervention militaire de la France en 2013 lui permet de s'assurer à la France une position stratégique dans la région. Et Issa nous donne les clés pour comprendre les vraies motivations de cette intervention militaire. Nous sommes donc très heureux ce soir de le recevoir parmi nous. Pour nous parler de ce projet, de ce qui le motive et nous dire un petit peu les lignes directrices qu'il y a dans son travail. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous monsieur Joseph Brunet-Jailly qui va ensuite discuter le propos d'Issa. Monsieur Brunet-Jailly, vous êtes économiste spécialiste de la santé, enseignant-chercheur, vous avez longtemps travaillé à l'IRD et puis vous avez résidé de nombreuses années au Mali. Et cette date tombe à point nommé puisque c'est aussi l'opportunité bien sûr de revenir sur l'actualité toute récente du Mali où les violences ont redoublé depuis ces derniers mois d'intensité et ont gagné le centre du pays
Rappelons en effet que depuis le 1er janvier 2019, le village de Koulogo, dans le centre de Bankas, a été attaqué par des hommes armés, faisant une quarantaine de morts et plusieurs blessés. Le 17 mars, c'est 23 militaires maliens qui ont perdu la vie à Dioura, dans le centre. Et puis dernièrement, le 23 mars, c'est 160 personnes, dont des femmes et des enfants, qui ont été massacrées dans des conditions atroces à Ogosagou et à Wellingara, dans la zone de Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso, qui connaît aussi également des épisodes de violence importants. Donc ce soir, c'est aussi l'occasion de nous expliquer ces violences qualifiées d'intercommunautaires, mais voire aussi maintenant de nettoyage ethnique. Qu'en est-il exactement ? Comment sortir de cette spirale de la violence alors que, paradoxalement, de nombreuses forces militaires sont présentes dans la zone, forces régionales, françaises, onusiennes et maliennes en premier chef? Quelles solutions politiques envisager dans ce contexte alors que les accords d'Alger signés en 2015 étaient censés construire la paix et se révèlent être un échec? Donc on va construire la soirée en 2 temps. Un premier temps où je vais donner la parole à Issa pour qu'il nous présente son ouvrage. Monsieur Brunet-Jailly réagira et puis ensuite on reviendra sur l'actualité plus chaude et on ouvrira un débat avec vous. Sans tarder, la parole à Issa. Tu peux toucher. Ok. Merci beaucoup. Merci tout d'abord à la Fondation Gabriel Péri et à Christelle qui s'est beaucoup investie dans ce projet. Je pense que sans le concours de la Fondation Gabriel Péri, ce projet d'écriture n'aurait pas pu être mené à terme. Et je les en remercie infiniment. Merci aussi à mon ami Joseph Brunet-Jailly. Il n'a pas été facile de le convaincre de venir discuter de cet ouvrage. Il a fini par accepter, par amitié. Je pense que je ne me suis pas trompé en insistant auprès de lui, parce que je souhaitais surtout avoir un regard extérieur, mais un regard extérieur qui connaît assez le sujet, puisqu'il a séjourné longtemps au Mali. Et son œil avisé de chercheurs aussi, de grands amis du Mali, va permettre certainement d'apporter des éclairages à ce travail. Ce projet est parti de plusieurs aiguillons. D'abord de mon éditeur qui était un lecteur assidu des articles que j'ai publiés au cours de nombreuses années, depuis l'époque de la dictature jusqu'à sa chute, jusqu'à aujourd'hui. Et le projet initial que nous avions envisagé était énorme parce que ça nous amenait à peu près à 4 volumes. 4 volumes, ça avait surtout un coût financier au niveau de l'édition. Et donc nous avons essayé de dégraisser le projet, d'éliminer donc un certain nombre de textes, et puis surtout de se concentrer sur certaines périodes que nous avons estimées charnières pour expliquer un peu la situation actuelle du pays. Et ce qui avait intéressé l'éditeur, c'était cette constance dans le fil conducteur de l'analyse, parce que c'est important aussi dans le contexte malien, parce que on a beaucoup d'acteurs qui, au fil des événements, ont changé les fusils plusieurs fois d'épaule. Peut-être que c'est humain, peut-être que c'est naturel, mais par les temps qui courent aussi, il est bon donc d'avoir un certain nombre de principes, de guides, pour pouvoir mieux comprendre et analyser les événements donc, qui nous sont arrivés. Je n'ai pas la prétention de faire œuvre d'historien, parce que ce qui s'est passé au Mali,
et qu'on appelle le mouvement démocratique est un long processus, c'est un processus assez complexe qui a connu de nombreux acteurs. Il y en a un qui se cache modestement dans cette salle, mon ami Habib Dambélé, dit Guimba National, qui est un homme de théâtre. Et le théâtre aussi a beaucoup contribué à l'avènement de la démocratie au Mali. Peut-être que tout à l'heure, dans son témoignage, il nous en dira un mot. Je disais donc que les acteurs étaient multiples. Il y avait bien sûr des militants politiques au départ, qui étaient obligés, compte tenu du contexte de l'époque, d'agir dans la clandestinité avec des risques énormes. Le bilan de la dictature au Mali a été assez effroyable. Et il y a un organe qui s'appelle le Comité de défense de liberté démocratique au Mali qui avait essayé de lister un peu le nombre d'assassinats pendant le règne de la dictature, et c'était plus de 200, sans compter que cette liste n'était pas exhaustive, sans compter les nombreux morts qui ont suivi par la suite pendant la période de la dictature. Mais dans ces deux ouvrages-là, je n'ai pas traité de cette période de la dictature, mais surtout, on s'est concentré sur la période post-dictature. Sur ce qu'on a appelé le mouvement démocratique, je disais donc qu'il y avait des politiques, il y avait aussi des syndicalistes, il y avait aussi le mouvement associatif, il y avait aussi des journalistes, il y a, je disais, des hommes de théâtre, des acteurs culturels, et il y avait aussi des militants en uniforme qui ont contribué, chacun a contribué à sa façon à dessiner une dynamique qui a mené à la chute du Mali. Donc il faut saluer cela surtout par rapport à ce que nous vivons actuellement. Ça a été un des rares moments où les Maliens ont pu se regrouper autour d'un idéal commun. Je peux dire que c'était la deuxième fois. La première fois, c'était au temps donc de Modibo Keïta, dans les luttes pour l'indépendance, où on a réussi à créer un grand parti fédérateur qui s'appelait le RDA, le Rassemblement démocratique africain, à l'échelle donc de l'Afrique de l'Ouest, et pas seulement, parce qu'il y avait le RDA jusqu'au niveau de l'Afrique centrale. C'était un grand mouvement donc politique qui a rassemblé tous ces mouvements-là qui étaient engagés dans les processus de libération nationale. Donc ça a été la première expérience, et la seconde grande expérience de regroupement des Maliens autour d'un idéal commun, ça a été donc ce qu'on appelait le mouvement démocratique qui a abouti à la chute de la dictature. Et peut-être que cette problématique est d'actualité, surtout à travers la crise actuelle où le pays est en train de voler en éclats. Donc si on pouvait donc étudier et s'inspirer de ces expériences-là pour essayer d'apporter des réponses aux préoccupations du moment, ce serait assez intéressant. Donc, dans le premier tome, il s'agit surtout de s'intéresser à la construction du processus démocratique au Mali. Il y a donc des textes qui se pensent sur cette période-là, avec les contradictions de l'époque. Ce n'était pas un processus rectiligne, c'était un processus aussi qui était assez complexe, et j'essaie d'aborder un peu ces questions-là. Aussi déjà, les déviations que l'on sentait venir, et pourquoi je l'ai intitulé donc « Silence, on démocratise » parce qu'à l'époque, le modèle malien était présenté un peu partout dans le monde comme étant un modèle assez original. Original, c'est une des rares fois dans le contexte de l'Afrique de l'époque où c'est une dynamique populaire qui a contribué à la chute de la dictature au Mali. Une dynamique populaire qui n'était pas pilotée de l'extérieur et qui posait problème en termes d'analyse,
mais en termes aussi de contrôle politique. Un des grands problèmes que nous avons eu au départ, c'est que les soutiens extérieurs étaient assez frileux. Je me rappelle à l'époque, quand il y avait eu des batailles de rue à Bamako, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque avait dit seulement parler d'événements préoccupants à Bamako, alors qu'il y avait des morts dans les rues, il y avait des chars qui tiraient sur les gens, il y avait des assassinats de masse. Mais bon, on se méfiait un peu de ce qui se passait parce que les acteurs qui étaient derrière ce mouvement-là, on ne les connaissait pas beaucoup. Peut-être qu'on les soupçonnait d'être des nationalistes et on s'en méfiait. Et ce qui fait que c'est pratiquement à la chute de la dictature que la France avait commencé à s'intéresser un peu à ce qui se passait au Mali. Silence, on démocratise un peu l'expérience de cette démocratie qui se construisait un peu de manière particulière, avec ses soubresauts multiples, et un modèle donc qu'on a essayé de vendre quand même à l'extérieur en disant, bon, les Maliens ont fait une révolution formidable. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'acteurs politiques à l'échelle du continent qui venaient un peu au Mali pour voir ce qui se passait au Mali, parce que vu de l'extérieur, on avait le sentiment que c'était une expérience formidable, très prometteuse, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de possibilités. Mais souvent, quand les gens venaient sur place, ils se rendaient compte qu'il y avait quand même des problèmes. Et les acteurs politiques lui-même, notamment le premier président qu'on a eu, avait donc la parole assez facile là-dessus. Il vendait bien l'expérience politique malienne à tel point que beaucoup de gens, notamment parmi ses collègues présidents africains, l'avaient surnommé le professeur de démocratie. Donc à l'époque, le Mali était assez bien placé pour faire la leçon démocratique un peu à tout le monde. On dénonçait à tout vent les militaires qui changeaient de veste, qui devenaient des civils et qui du coup donc organisaient des élections et se maintenaient au pouvoir. Donc Silence, on démocratise parle un peu des contradictions de l'époque, des impasses, et c'est aussi à l'occasion d'analyser certaines figures de ce processus démocratique avec des hauts et des bas. Et c'est ça un peu la trame de Silence, on démocratise. Dans le deuxième tome, il s'agissait surtout de revenir sur les impasses de la démocratie malienne. Donc, pendant cette période-là, les contradictions avaient atteint un certain seuil et la déception était visible, l'enthousiasme n'était plus là. Parce que l'enthousiasme du départ, l'espérance des Maliens qui consistait à dire dans ces chansons qu'on trouvait dans la rue, qu'on entendait dans les rues de Bamako à l'époque où ils disaient « on ne veut plus de l'ancien, on veut du nouveau ». Ces chansons-là, ces espérances-là ont été enterrées. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus cet enthousiasme et c'était donc un jeu politique qui s'est substitué donc à cette dynamique que nous avons constatée et qui se concentrait autour donc des luttes pour le pouvoir avec le système de corruption qui se généralisait de plus en plus. On peut dire qu'on a réussi un peu à démocratiser la corruption et que c'était devenu donc un système de gouvernement. Mais au-delà, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a d'autres enjeux qui venaient se greffer de plus en plus, les enjeux de convoitise à l'échelle internationale, notamment de la part de la France, qu'il faut aborder, et qui culmine justement avec cette intervention militaire française au Mali, sous prétexte qu'il fallait chasser les djihadistes. Mais déjà, donc, il y a des éclairages qui permettent de comprendre que une des raisons de l'intervention française, c'était de stopper le processus de changement révolutionnaire qui avait cours au Mali. Parce que
les luttes sociales étaient-ils, les dynamiques sur le terrain étaient telles que, à terme, il risquait d'avoir une révolution politique au Mali. Si les choses... Donc, je pense que premièrement, la France est intervenue pour sauver un peu le régime politique qui était en place à Bamako. Sinon, on allait peut-être assister à une rupture, parce qu'à l'époque là, donc, à la chute du ATT, la dynamique populaire était telle et la mobilisation des foules dans les rues était si forte que tout le monde sentait qu'il y avait un changement qui était en vue. Donc, inquiétude au niveau donc français qui a voulu donc un peu arrêter ce processus-là. Deuxièmement aussi, bon, il y avait des enjeux de convoitise, je disais, parce que derrière les mouvements de rébellion qui ont été le prétexte à ce djihadisme-là qui se greffait dans le nord du pays, il faudrait dire qu'au-delà aussi, bon, il y avait donc ces mouvements rebelles, indépendantistes au départ, qui étaient soutenus, il faut le dire, on le sent de plus en plus aujourd'hui par la France. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui les différentes mobilisations au niveau des Maliens qui, très souvent, défilent devant l'ambassade de France pour demander le départ des troupes françaises. Donc, il y a ces enjeux-là. Mais au-delà, il y avait d'autres enjeux géopolitiques en ce qui concerne aussi de plus en plus l'intervention des États-Unis à travers ces forces spéciales qui se sont implantées un peu au Mali, au Burkina Faso et de plus en plus maintenant au Niger, mais qui n'apparaissent pas au grand jour. Il y a d'autres acteurs aussi qui entrent en ligne de compte, que moi j'appelle l'impérialisme arabo-salafiste. Bon, parce que dans ces enjeux-là aussi, si on voit les mouvements djihadistes, leur source de financement, c'est essentiellement les pétromonarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et donc, il y a des enjeux aussi de convoitise, il y a des enjeux miniers, mais aussi il y a des enjeux de terre, parce que l'Arabie Saoudite donc, essaie aussi d'acheter des terres agricoles aussi au Mali. Donc, il y a des enjeux multiples, mais au-delà, il y a aussi d'autres acteurs régionaux, tels que des pays voisins, notamment deux qui sont assez actifs, notamment le Burkina Faso du temps de Blaise Compaoré et la Mauritanie actuellement, qui étaient les bases actuelles, donc les bases arrières des mouvements indépendantistes. Il faut ajouter à cela aussi d'autres convoitises plus lointaines qui font que des acteurs nouveaux ont surgi, notamment la Chine, qui a aussi envoyé des soldats dans le cadre de l'amunissement, mais des soldats qui ne font pas de combat, mais c'est surtout des ingénieurs, des médecins. Mais il y a une présence militaire chinoise qui commence à s'intéresser beaucoup à la zone parce qu'il y a de l'uranium, des terres rares. Le Mali est un pays très riche, un scandale géologique, donc qui produit beaucoup de convoitises et aujourd'hui tout le monde se bouscule. Pourquoi les Français s'intéressent à cette zone? Il suffit de prendre la signification de la première opération française au Mali qu'on appelait Serval. Serval, c'est un animal qui urine partout pour marquer son territoire. Alors on peut dire que la France est quelque peu intervenue pour venir marquer le territoire et dire aux autres, attention, cet espace-là, ça fait longtemps, depuis avant les indépendances, que moi je convoite cet espace-là. Attention, cet espace-là est réservé. Faites attention, n'y mettez pas les pieds. Et je pense que de plus en plus, cette politique est ressentie par les Maliens, parce que dans la foulée de la prétendue libération du Mali, le nord du Mali, l'accompagnement des forces maliennes s'est arrêté aux portes de Kidal en 2013. Et depuis lors, l'armée malienne n'a pas réussi
à mettre le pied à Kidal. Malgré le fait qu'il y ait des démentis français de jure amis du Mali, ben les Maliens ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi donc la France s'entête à cela. Bien sûr, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a des voix françaises qui de plus en plus s'interrogent sur la pertinence de cette politique. Un des anciens ambassadeurs de France au Mali, en la personne de Nicolas Normand, j'espérais qu'il allait être là, a quand même fait partie de ceux qui se posent des questions sur cette alliance stratégique entre la France et les mouvements rebelles, malgré les démentis officiels. L'armée malienne, dans le cadre des accords d'Alger, a un détachement qui doit être complété à 200 hommes, mais ils sont cantonnés dans une base à Kidal, ils ne sortent pas. Et il n'y a pas longtemps, dans ce mois-là, le MLLA a continué à fêter l'indépendance de l'Azawad, alors qu'il est censé participer à un processus de désarmement dans le cadre des accords d'Alger. Voici également des accords qu'on a signés sous la pression internationale, où on essaie donc de mettre en place un processus constitutionnel qui va aller à une régionalisation très approfondie, qu'on n'a vu nulle part au monde, où l'État central va être dessaisi d'un nombre important donc de prérogatives. Il n'aura pas la capacité de s'opposer aux décisions des assemblées régionales, où on est en train de mettre en route un découpage territorial qui, à terme, donc, va donner le pouvoir politique à une minorité ethnique, notamment les Touaregs, un mouvement Touareg, qui constitue à peine le 5e des populations qui vivent dans cet espace-là. Et le courant indépendantiste à l'intérieur de ce mouvement Touareg, ce qu'on ne dit pas souvent aux gens, c'est que ce mouvement Touareg-là n'est pas homogène. Les indépendantistes représentent à peine 1% de ces Touaregs-là. Et nombreux sont les Touaregs qui ne sont pas d'accord avec ce mouvement indépendantiste. Mais on saute là-dessus. On fait comme si ça n'existait pas. Et il y a un processus en cours de route. En cours de route, moi, mon inquiétude, c'est que ça n'aboutisse à un processus de palestinisation de cette partie du Sahara qui va consister à expulser les populations donc autochtones de cet espace-là, qui sont essentiellement des populations noires, des populations Soraï, des populations Peul, des populations Dogon, et ainsi de suite. Ainsi de suite, dans le deuxième temps, je m'en vais vous expliquer aussi quels sont les liens objectifs entre l'insécurité qu'il y a aujourd'hui dans le centre du Mali et tout ce qui se passe au nord du Mali. Donc il y a un processus de palestinisation en cours qui va aboutir à terme donc à créer donc des populations sans terre qu'on va bousculer de plus en plus vers le sud. Un processus de palestinisation aussi qui va amener à la création d'un État que je dis de type israélien, comme on a fait dans le processus d'Israël, qui va créer un État blanc dans le Sahara, parce que c'était cela aussi l'objectif du général de Gaulle quand on a lancé le projet d'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes. De Gaulle déjà avait comme perspective de découper ce Sahara ultra riche et de le garder dans l'espace du territorial français, mais ça n'a pas marché à l'époque. Donc, et le second aspect, c'est qui intéresse les Européens et qui explique la présence massive des troupes étrangères européennes. Tous les pays, la plupart des pays européens ont une présence armée aujourd'hui dans cet espace-là. Les Allemands sont présents, même s'ils ne participent pas au combat. Ils payent les factures. Ensuite, ils font des transports et le renseignement. Les Espagnols sont là. Les Belges sont là. Même il y a les pays baltiques qui sont là. Tous les Européens sont là. Les Britanniques sont là. Ils sont tous là.
dans cet espace saharien, ça veut dire donc il y a des enjeux importants. Certains sont intéressés par les questions de migration, parce qu'en aidant à constituer cet État blanc dans le Sahara, c'est comme une zone tampon qu'on crée entre l'Afrique noire au sud du Sahara et l'Afrique blanche, et certains pensent ainsi protéger l'Europe des vagues donc d'immigration qui viendra du sud. Donc le processus est en train de se complexifier et de devenir assez inquiétant, assez explosif. On avait pensé que, avec l'intervention française, suivant les dires donc de la France, que cela allait contribuer à stabiliser un processus, mais on se rend compte qu'il y a un processus d'afghanisation du Mali qui fait qu'au lieu de faire en sorte que la situation se stabilise, il y a une expansion de la déstabilisation. Donc c'est ce qui se passe au Mali. L'insécurité est descendue de plus en plus vers le sud et toutes les zones du Mali sont aujourd'hui touchées, même Bamako. Et pas seulement Bamako, même aussi un peu les pays voisins. On a pensé que cette offensive islamique venait du nord, mais aussi de plus en plus, on sent aujourd'hui aussi dans le sud qu'il y a ce mouvement djihadiste. Je rappelle aux gens qu'il y avait eu un foyer djihadiste à Sikasso. Sikasso, c'est dans le sud du Mali, à la limite de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, à Bamako, les islamistes ont les vents en poupe. Leur dernière démonstration de force, où ils demandent le départ du Premier ministre et même le départ du président de la République, atteste que le danger n'est plus simplement au nord, il est présent même au cœur de la capitale. Et c'est devenu un enjeu majeur. C'est dire donc que les choses sont assez compliquées. C'est pourquoi le second ouvrage, je l'ai intitulé « Le Festival de brigands ». En empruntant un peu cette expression au premier président du Mali, Modibo Keïta, qui disait que quand les propriétaires deviennent des spectateurs, c'est le festival des brigands. Quelque part, c'est parce que les Maliens sont devenus des spectateurs dans leur propre pays que chacun s'autorise à y faire ce qu'il veut. Il y a des prédateurs internationaux, mais il y a des prédateurs aussi régionaux et locaux. Donc c'est devenu un véritable festival de brigands où chacun pense qu'il a une part, quelque part, à prendre. Et c'est devenu un pays de plus en plus ingérable. Ingérable à tel point qu'on se demande, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir du Mali. Que va devenir le Mali? Grande question. Les forces politiques et sociales qui sont en œuvre sur le terrain posent beaucoup d'inquiétudes parce qu'aujourd'hui, il y a des conjonctions de forces, des complicités. Si on les laisse faire, ce serait assez dramatique pour le devenir du pays. Il y a de graves enjeux, je pense que nous allons revenir dessus dans la seconde partie donc des débats, mais c'est de tout cela un peu dont j'ai essayé de parler dans ces ouvrages, en me disant que peut-être moi j'ai été un acteur de ce processus démocratique, un acteur qui a été au cœur de certaines luttes, de certains combats, de certaines expériences, et que j'avais le devoir un peu d'apporter un témoignage aux générations actuelles pour leur permettre de comprendre ce qui s'est passé au Mali, ce qui est en train de se passer, sans avoir la prétention de dire que mon expérience est peut-être la plus juste. Il ne s'agit pas de cela, donc l'effort c'est essentiel, c'est d'apporter un témoignage de la part de quelqu'un qui a vécu un certain nombre d'événements parce qu'il y avait participé, donc qui forcément n'est pas neutre. J'ai le regard d'un militant engagé et je ne m'en cache pas,
qui a des orientations idéologiques bien déterminées de gauche et qui le dit et qui le revendique. Et c'est peut-être cette constance-là qui a peut-être poussé mon éditeur à dire on a besoin de pareils témoignages. Parce que aussi l'histoire politique de l'humanité, le Mali n'échappe pas à ça. C'est que beaucoup de gens ont commencé à gauche et se sont fourvoyés finalement à droite. Beaucoup sont devenus des libéraux, parfois même des ennemis des idéologies qu'ils défendaient à l'époque. Bon, mais cela donc fait que c'est un cas complexe, intéressant à étudier. Et mon ami Joseph qui est là saura mieux en parler peut-être que moi avec le regard de quelqu'un qui est extérieur, mais un regard critique, mais aussi très constructif. Évidemment, j'ai beaucoup d'amis français avec lesquels je discute. On n'est pas souvent d'accord. Et même l'ambassadeur normand, on a eu souvent à croiser beaucoup le fer. Certains ambassadeurs français m'ont même traité de raciste. Parce que simplement, bon, un d'entre eux même un jour m'a dit, mais vous n'aimez pas, je sais que vous n'aimez pas la France. Je lui ai dit, mais pourquoi? On m'a dit que vous êtes un militant des langues nationales. Et je lui ai répondu, mais vous n'aimez pas le français? Il m'a dit, si. Est-ce que ça fait de vous un ennemi du Mali? Moi, je ne crois pas. Je pense que les langues nationales sont les racines d'un peuple et qu'on ne peut pas. Quand on abandonne sa langue, on abandonne sa culture, on abandonne ses racines. Et c'est normal donc de défendre les langues nationales. Je pense que je suis un des rares Maliens à avoir beaucoup d'amis français. Et je ne suis pas anti-français, mais je dis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui doit permettre de bâtir des ponts de solidarité. Parce que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Afrique, nous ne pouvons pas seuls changer le cours de l'histoire. Il faut des solidarités entre les Maliens et les Français. Bâtir des ponts de compréhension pour réaliser qu'en finalité, nous avons le même ennemi, que moi j'appelle en tant qu'homme de gauche le capital, qui a l'œuvre partout, qui crée les misères qui sont les nôtres un peu partout. Et donc, les gilets jaunes qui sont aujourd'hui dans les rues en sont une des expressions. Les batailles syndicales des forces de gauche en France aussi en témoignent. Donc, il y a des solidarités indispensables à construire. Et je voudrais saluer ici, pour terminer, je l'avais vu tout à l'heure, j'espère qu'il est encore dans la salle, notre ami Mohamed Kadami de Djibouti. J'espère qu'il est toujours là, dans la salle. Il dit un grand bonjour. Grand bonjour. Et je suis très heureux et très honoré de faire partie, de coprésider le comité de soutien, parce qu'aujourd'hui, il est poursuivi par la justice française à la demande du gouvernement djiboutien. Quelqu'un qui a le statut de réfugié politique, mais qu'on veut dans le cadre d'un marchandage international assez douteux, utilisé comme pièce, monnaie de change, pour que Djibouti, en échange, puisse permettre à la France d'accéder à quelqu'un qui est poursuivi aussi par la justice française. Il y a beaucoup de choses innommables qui se passent en ce monde-là. Ça veut dire que, d'où la nécessité de construire justement ces solidarités fortes dont je parlais tantôt. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être là aujourd'hui et de discuter avec les amis français. Et surtout de saluer encore une fois le soutien important de la Fondation Gabriel Péri et aussi des camarades du Parti communiste français et d'autres forces de gauche sans lesquelles cet ouvrage-là n'aurait pas existé. Je vous remercie.
En commençant, je voudrais dire que nous nous connaissons finalement assez peu, le professeur Issa Ndiaye et moi. Nous nous sommes repérés il y a plusieurs années, lorsque je vivais au Mali. Je l'ai repéré par la lecture de la presse, de certains de ses articles déjà. Les Maliens qui prennent position publiquement sur des analyses de la vie politique, de l'évolution politique du pays, sont pas si nombreux. Et lui le fait avec, comme vous l'avez remarqué, avec une perspective, un courage remarquable. Lui, probablement m'avait repéré par le fait que j'étais l'un de ces Français qui a vécu longtemps au Mali, qui pendant longtemps ne s'est pas beaucoup occupé de la vie politique, jusqu'à ce que 2012 se produise et que l'accord d'Alger soit négocié, et qu'un beau jour je me dise je ne peux pas rester silencieux, je vais produire mon analyse de cet accord. Et ensuite j'ai continué sur un blog à Mediapart, à donner de temps en temps mon avis sur l'évolution. Je mène aussi un travail de diffusion de documents sur une liste qui est maintenant assez importante, assez nombreuse, une liste de à peu près la moitié des destinataires sont au Mali, l'autre moitié sont en France dans les milieux de la coopération, les ONG, etc. Et j'envoie sur cette liste des documents que je trouve intéressants pour l'analyse de la situation du Mali et dans certains cas pour évoquer ses perspectives. Mais c'est la première fois en réalité que j'ai l'occasion de lire de bout en bout le résultat de tant d'analyses proposées par le professeur Issa Ndiaye depuis 1993-95 jusqu'à nos jours, et de m'y confronter. Et si j'ai hésité à accepter, c'est parce que je me demandais pourquoi il s'adressait à moi pour avoir un commentaire. Et finalement, vous allez voir ce que j'ai été capable de faire. Il m'a donné l'occasion de cette confrontation, en quelque sorte. C'est la Fondation Gabriel Péri qui l'a accepté et qui l'a organisé. Et je les remercie l'un et l'autre chaleureusement. Vous avez compris que ces deux livres ne sont pas un monument que l'auteur aurait édifié pour sa gloire. C'est absolument évident. C'est un souci de transmission et probablement de formation des jeunes générations qui a animé l'auteur pendant toute sa carrière de commentateur, de polémiste, et lorsqu'il a décidé de rassembler tous ces textes. Je pense que ce souci de former les jeunes générations est très présent dans sa pensée, non seulement pour des raisons professionnelles. On est professeur, c'est un métier dont on ne se remet pas. Par ailleurs, je terminerai cette petite intervention par une citation de Socrate, de l'exemple de Socrate, qu'il m'a envoyé dans un dernier message après avoir lu le texte que je me propose de vous présenter. Je vois dans ce souci de formation deux grands intérêts à ce texte. Le premier qui est de servir l'histoire, bien qu'il se défende d'être historien et qu'il ait expliqué que c'est son point de vue de militant engagé par toutes les fibres de son être qui le livre, plutôt que la description des faits historiques d'une façon objective, etc. Mais il est évident que cet ouvrage, sa principale utilité, ce sera de servir l'histoire d'une façon ou d'une autre. Et le deuxième intérêt, c'est de préparer l'avenir en donnant quelques indications sur les grands problèmes d'actualité. Servir l'histoire se heurte cependant à un problème qui me semble important, c'est que quelqu'un comme moi qui a vécu 13 ans au Mali
en de ces jours. Bien que je ne me sois pas beaucoup occupé de la vie politique, c'est vrai, pendant le premier séjour, manque de connaissances précises de certains des faits qui sont commentés dans cet ouvrage. Donc il y a un problème de contextualisation des analyses. C'est bien d'avoir l'avis motivé d'un auteur, d'un acteur sur les faits, mais quels sont exactement ces faits? Je prendrai un seul exemple qui m'a frappé. J'ai vécu la période où les élèves et étudiants étaient dans les rues chaque fois que le CNID n'était pas au gouvernement. Et au contraire, c'était la paix sociale lorsque le CNID était au gouvernement. J'apprends dans cet ouvrage, par une des chroniques, que la création du CNID a été précipitée et qu'elle était sous une influence gauchiste. J'aurais bien voulu en savoir plus. Je n'ai pas le moyen de retrouver les faits. C'est dans la mémoire d'un certain nombre d'acteurs de l'époque qu'on peut retrouver les faits et retracer, puisque le patron du CNID est encore de ce monde, il est encore actif, il fait encore des déclarations pontifiantes, etc. J'aurais bien aimé en savoir plus. L'une des raisons pour lesquelles les faits parfois me manquent, c'est qu'ils sont remplacés par un cadre d'analyse dont je crois que la généralité donne un avantage, c'est la constance de la perspective, du fil directeur. Mais un inconvénient. L'inconvénient, c'est de dire, par exemple, l'histoire nous enseigne que. Et dans le premier volume, c'est facile de retrouver plusieurs fois ce slogan, l'histoire nous enseigne que. J'aurais préféré qu'on analyse à nouveau frais les faits d'actualité, plutôt que de se référer à une règle générale, l'histoire nous enseigne que. De même, sur l'évolution de l'opinion populaire, je suis souvent surpris je me demande comment les auteurs des chroniques, ça vaut pour le professeur Issa Ndiaye et pour beaucoup d'autres, connaissent l'opinion publique. Évidemment, on peut avoir une sensibilité, surtout si on est militant politique, une sensibilité à l'esprit du temps, etc. Mais on a tendance aussi à imaginer que l'opinion évolue dans le sens qu'on souhaite. Deuxième problème avec l'aspect historique, c'est que certains exemples du plus grand intérêt ne sont qu'évoqués, alors que, je crois, ils méritaient des développements. Il y a une discussion, par exemple, sur la société civile. Pourquoi est-ce que la société civile ne joue pas le même rôle que les partis politiques dans un pays où la société civile apparemment avait une très grande réputation, une très grande activité, etc., et où les partis politiques, au contraire, sont assez défaillants. Alors, l'analyse consiste à dire, bon, la société civile, elle est socialement hétérogène, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas jouer le même rôle qu'un parti politique qui a une idéologie et un programme de gouvernement, un programme de société. Mais ça, c'est une façon très sommaire de caractériser les partis politiques. Et c'est une façon qui ne correspond, je crois, à aucune réalité pour les partis maliens. Donc on oppose la société civile hétérogène à un cas idéalisé de parti politique. Or, je pense que l'analyse de la société civile malienne serait très importante pour une compréhension du fonctionnement de la vie politique. Autre exemple, plusieurs pages sont consacrées aux traditions démocratiques en Afrique, la charte de Kouroukanfouga, la fameuse charte dans laquelle apparemment les droits de l'homme étaient affirmés dès le XIIIe siècle ou le XIIe siècle, etc.
qu'est-ce qu'il en était exactement du fonctionnement d'une société qu'on dit fortement hiérarchisée sans être inégalitaire? La formule est très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour avoir participé un peu en tant qu'étranger, mais à la vie d'une petite ville, comme Djenné, avoir eu pas mal d'amis, etc., avoir été souvent dans des cours. Le fait est que la hiérarchie est tellement intégrée, les gens savent tellement qu'ils sont en temps d'esclaves, par exemple, qu'ils se tiennent à carreau. Quelle est l'égalité? Bref, vous voyez ce que je peux imaginer. Je vais passer pour dire que l'auteur a de grands talents de polémiste. Il s'en sert, c'est son arme. Je pense que c'est aussi son plaisir. Et que ce plaisir a un intérêt politique. Mais derrière ce talent, cette arme, ce plaisir, il y a, je crois, une sensibilité extrême, une sensibilité à vif. J'ai dit tout à l'heure, un acteur engagé par toutes les fibres de son être dans le combat politique. Et je crois que cela ressort bien de certains passages. Il donne de temps en temps des portraits, il y en a deux qui m'ont énormément frappé, touché. Le portrait de Jean Djibi Keïta, que je n'ai jamais rencontré, mais dont j'ai lu le livre, l'espèce de parcours, les mandingues de Koumbi à Paris. Peut-être que vous pouvez les donner à la Et qui était forestier, qui a été le premier directeur des eaux et forêts du Mali indépendant. Et il raconte une promenade en forêt, on s'y croirait, tellement c'est bien décrit. Talent d'auteur. L'autre portrait, c'est le portrait d'une personne que j'ai rencontrée dans ces lieux une seule fois, Lila Chouli, qui est un portrait d'une sensibilité, d'une émotion exceptionnelle. Voilà l'homme tel qu'il m'apparaît dans ces témoignages. Préparer l'avenir, c'est le deuxième élément de la formation que cet ouvrage pourrait apporter à des jeunes. Préparer l'avenir. Alors, préparer l'avenir, ça consiste d'abord à déblayer le terrain. Et c'est, j'ai dit tout à l'heure, la polémique sert à quelque chose. Elle sert à déblayer le terrain. Il y a des pages extraordinaires sur la transformation des militants de l'ADEMA en profiteurs. Il y a des portraits cinglants, d'Alpha Oumar Konaré, d'Ibrahim Boubacar Keïta, de Soumaïla Cissé, qui sont les personnes dont on parle tous les jours, aujourd'hui encore. Je dois dire, pour être franc, que le portrait d'Alpha Oumar Konaré, l'ambition comme seul moteur de l'action, la capacité à éviter de prendre des risques et à laisser ses proches recevoir les coups, le machiavélisme dans le choix de ses collaborateurs, en exploitant leur crapulerie. Le mot n'est pas de moi, il est apparemment celui dont le portrait est fait. Et finalement, l'instauration au contact du clan de la CNDT d'un climat de corruption généralisée à des niveaux inédits dont il a été question, un mal dont le pays ne s'est pas relevé. Je dois dire, pour être franc, que j'ai approché Alpha Oumar Konaré, que je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Je suis étranger, je ne suis pas mêlé, impliqué
impliqué dans la politique du pays, pas plus que dans la politique de mon pays, au Mali. Mais j'ai plutôt apprécié les quelques lignes qui sont à la fin du même portrait, où sont soulignés l'intelligence, le génie politique, le savoir-faire et la classe de la personne. Complexité, le mot a été employé plusieurs fois. Complexité des situations, des processus, des personnages. Cela dit, je trouve que l'auteur verse un peu souvent dans une façon de faire, une façon de s'exprimer que j'ai beaucoup connue au Mali et qui me paraît plus fréquente au Mali qu'ici, par exemple, qui est l'insinuation, plutôt que le portrait à charge, argumenté, factuel, vérifiable. La question est pourtant très importante puisqu'elle est celle de savoir quelle est la responsabilité d'Alpha Oumar Konaré, par exemple, dans la perversion de la politique par l'argent, dans le Mali, dans lequel le Mali est embourbé complètement actuellement. En contrepartie, j'ai été presque surpris par la clémence des portraits d'ATT, Amadou Toumani Touré, et même de Moussa Traoré, dont la brutalité est considérée comme traduisant une capacité de décision qui sied à un chef d'État. Ça, c'est déblayer le terrain. Ensuite, parmi les grands problèmes, faire taire les armes. Le Mali est en guerre. Faire taire les armes. Alors, faut-il dire le MNLA, les djihadistes et autres acteurs, les régimes militaro-civils démocratiquement élus ne sont que les bras armés des visées des multinationales occidentales et des pétromonarchies du Golfe arabique? Parfois on dira, l'analyse un peu plus complexe, la lutte contre le terrorisme est en réalité un champ d'affrontement entre deux impérialismes, l'un occidental, l'autre arabo-salafiste. Professeur Sandial l'a redit tout à l'heure. La collusion entre ces deux impérialismes étant stratégique, même si quelquefois apparaissent des contradictions. Moi, ce qui me frappe, c'est que, vu de près, d'aussi près que je puisse, la situation est caractérisée par une économie mafieuse dont dépendent les mouvements prétendus djihadistes et indépendantistes. Une économie mafieuse est la gangrène qu'elle installe dans la société. La guerre est là. Il ne sert à rien, me semble-t-il, de dire comme l'imam Dicko l'aurait dit. La guerre au nord du Mali n'est pas la nôtre, elle nous a été imposée de l'extérieur. Elle est là, elle est bien là. Et donc, que faut-il faire? Fermer les bases étrangères? Décréter un cessez-le-feu général ou par zone? Chasser du territoire toutes les troupes étrangères? Vous savez peut-être que des chercheurs français, de leur côté, ont proposé de négocier avec les trafiquants, comme cela aurait été fait au Niger. J'ai pris une position clairement contre. Je pense que toutes ces solutions consistent à livrer le pays aux trafiquants, comme si on n'avait rien appris de ce qui se passe en Amérique centrale. J'ajoute un élément de complexité à l'analyse.
Il y a un deuxième point sur lequel l'auteur fait des propositions pour l'avenir, c'est la réforme des institutions. Je vais passer parce que la présentation de ces réformes elle-même est très succincte. Je ne sais pas si l'auteur y tient énormément. Il fait des propositions importantes sur l'éducation. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne se refait pas après avoir été professeur. Je l'ai été. Donc, refonder l'éducation, dit-il, à partir des communautés. Si les communautés ne sont pas engagées dans le projet éducatif, rien ne se fera de bon. Ce qui supposerait que l'État intervienne pour contribuer à rendre autonomes les communautés. Ça me rappelle ça tout simplement, la décentralisation et les premiers espoirs qui ont été mis lorsqu'on a supprimé les commandants de cercle pour les remplacer par des agents chargés d'appuyer techniquement les élus communaux et régionaux. On sait que ça n'est pas allé très loin. En particulier, je pense, parce que ATT ne s'intéressait absolument pas à ça. Et que un projet comme la décentralisation aurait exigé une inspiration et un effort continu dans le temps, pendant 15 ou 20 ans. Le troisième élément de la refondation de l'éducation, ce serait l'adoption des langues nationales, non seulement comme langue d'enseignement, mais aussi comme langues officielles. Je me permets de poser la question, combien de langues au Mali devraient devenir des langues d'enseignement et des langues officielles? Il y a d'ailleurs une expérience avec la pédagogie convergente. On a essayé d'enseigner au début, d'alphabétiser les enfants dans les langues nationales, avec tous les problèmes que ça a posé de créer des mots. Et puis, quels sont les résultats en Afrique du Nord de l'expérience de retour à l'arabisation? Par contre, il y a un point sur lequel je ne peux qu'être d'accord. Pas par intérêt corporatiste, mais c'est la proposition de faire des enseignants un corps d'élite. Pourquoi est-ce que je suis d'accord? Parce que les résultats du Mali sont catastrophiques. Le ministre Boubou Cissé lui-même l'a rappelé récemment dans un débat en disant « Les enfants restent 12 ans à l'école, ils apprennent le contenu de 2,8 années si on s'interroge aux compétences acquises. » Donc le résultat, quels sont les pays qui ont réussi à passer du fond du classement international organisé par l'UNESCO ou par d'autres méthodes au meilleur niveau? C'est des pays comme la Corée ou la Finlande. Leur politique nationale, ça a été un seul système d'enseignement, pas de partage public-privé, pas de partenariat public-privé, d'histoires comme ça. Un système d'enseignement. Et les enseignements recrutés au meilleur niveau, avec les meilleures conditions de travail. Corps d'élite. C'est apparemment la seule solution. Et on en parlait tout à l'heure encore. L'un des problèmes de la jeunesse malienne actuelle, même lorsqu'on compare la jeunesse malienne à la jeunesse du Burkina, par exemple, c'est le manque de formation politique, mais aussi le manque de formation tout court. Capacité de lecture, comprendre ce qu'on lit, alimenter, raisonner. Dernier point des propositions, préparer l'avenir. Quel avenir pour l'Afrique? Celui que l'Afrique définira elle-même lorsqu'elle aura acquis son indépendance théorique.
le thème de l'indépendance théorique court dans les 2 volumes et c'est présenté comme le rôle de la philosophie et puis ensuite le rôle des intellectuels. Indépendance théorique par rapport à ce que l'Occident enseigne. On sait cependant déjà qu'avant que l'Afrique ait acquis son indépendance théorique, on sait déjà que cet avenir suppose une rupture avec le système mondial actuel et qu'il consistera à bâtir sa propre base économique de développement en s'appuyant sur les ressources économiques de l'Afrique et sur des technologies endogènes. C'est beau. C'est beau. Est-ce que ce n'est pas un peu trop beau? Est-ce que c'est aussi facile à faire qu'à dire? Ce sont les thèses de Nkrumah. Ce sont les thèses de Samir Amin. Mais que faire? Bon, pour terminer, pour conclure, je voudrais vous confirmer tout. Issa Ndiaye a terminé en faisant une proclamation d'homme de gauche. Je vais terminer en vous disant, moi, je ne me dis pas homme de gauche. Vous aurez compris mon scepticisme à l'égard de l'évolution du capitalisme vers des crises de plus en plus violentes qui un beau jour aboutiront sur un changement de système et puis des lendemains qui chantent. Cela dit, l'allusion à Socrate, qui me vient donc d'un message que le professeur Issa Ndiaye m'a envoyé après avoir lu mon texte, je le remercie de ce message et de cette allusion. Il pense comme Socrate, le professeur Issa Ndiaye. Il faut fournir aux gens les instruments d'analyse qui leur permettront de construire eux-mêmes les chemins de leur propre émancipation. Oui. J'ajouterai simplement, la polémique sert à déblayer le terrain. Elle ne sert qu'à ça. Ensuite doivent venir les instruments d'analyse. Merci. Je reprends la parole pour répondre à certaines questions qui sont directement adressées. Bon, effectivement, donc Issa, tu as été directement interpellé, droit de réponse, bien entendu, avant d'ouvrir le débat. Bien, pas un droit de réponse, mais simplement certains éclairages. Je respecte beaucoup les opinions de mon ami Joseph. Je l'ai lu et relu, je vois comment il analyse les choses. C'est pourquoi j'ai insisté auprès de lui pour qu'il jette ce regard critique sur ces écrits-là. C'est très important pour moi. Le plus grand regret que j'ai, je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit peut-être que j'aurais dû lui faire lire le manuscrit. Et peut-être que ses observations auraient pu aider à structurer les choses autrement, à prendre en charge certains questionnements, mais ce serait peut-être... parce que c'est des textes qui ont été écrits à un moment déterminé. Est-ce que j'avais le droit de les réécrire? Donc ça aussi, c'était une question. Mais je pense que son regard est utile parce que ça prolonge la réflexion. J'ai croisé beaucoup de gens, des amis qui n'étaient pas du même bord politique que moi, et j'ai beaucoup appris d'eux. C'est très enrichissant. Et surtout, je me rappelle aussi, Habib Dambélé le connaît, Abdoulaye Bari, qui a été aussi un de ses maîtres, qui avait l'art donc de mettre les gens rapidement dans leurs contradictions et qui t'obligeait à réfléchir davantage, à se poser des questions. Ceci dit, je voudrais quand même sur certaines questions apporter un éclairage par rapport à un droit de réponse. Je pense que ce que dit mon ami Joseph est très enrichissant.
l'état de l'opinion publique, je pense que quand on est militant et qu'on participe à certaines luttes, qu'on se frotte à certaines personnes, à certains milieux, on est quand même à même objectivement de sentir, quand on est engagé dans des processus de lutte, quel est l'état de l'opinion des gens qu'on a autour de soi dans un moment déterminé. Peut-être lui, en tant qu'homme de science, d'économiste, il a des instruments de mesure. Les instruments de mesure d'un militant, c'est son engagement, le fait de côtoyer les gens au quotidien, de savoir l'état de leur questionnement, leurs préoccupations. Donc, c'est un peu ça dont je me suis efforcé d'être le reflet, parce que j'ai eu la chance d'être impliqué dans des combats du moment. En ce qui concerne la société civile, j'ai eu une opinion plus tranchée. Et je pense que ça pose problème aujourd'hui parce que, justement, on a une société civile qui a la prétention de jouer un rôle politique. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des religieux qui sont dans la rue et qui sont en train de vouloir jouer le rôle de parti politique. Et que si on ne fait pas attention, veulent prendre le pouvoir politique. Pourquoi en faire? Donc ça pose des questions théoriques, ça pose des questions d'analyse. Et dès lors qu'une société civile outrepasse ses limites et devient un acteur politique, elle n'est plus société civile. Donc c'est une question fondamentale qui doit nous permettre d'interpeller le rôle d'une société civile. Ce n'est pas de conquérir le pouvoir ou d'exercer le pouvoir. Sinon, ce n'est plus une société civile. Donc, c'est des questions que j'ai produites là-dessus, vraiment en disant qu'il y a une limite à ne pas franchir. Sinon, à partir de ce moment, on n'est plus crédible. C'est ce qui est le cas aujourd'hui, parce que le Malien ordinaire, qu'est-ce qu'il dit des religieux? Il dit, bon, ce sont des hommes politiques. Tout ce qui s'appelle société civile, sont devenus des acteurs politiques. Et ça pose un problème sérieux. Les traditions démocratiques, je dis, bon, un des problèmes donc, de nos pays, c'est qu'on a pris des modèles qu'on a importés, qui ne sont pas des modèles endogènes, qu'on a plaqués sur nos réalités sociales. Donc quand vous voyez un peu ce qui se passe au Mali, notre constitution, c'est une copie de la constitution française. Tous les textes que nous avons, c'est copier-coller. On a changé France, on a mis Mali. Même le code de procédure pénale, c'est texte français. Tout est copier-coller. Et on voit le désastre actuel. Donc je dis, si on veut bâtir un projet démocratique fiable, il faut que ce projet soit endogène. Donc interrogeons notre histoire, les réalités des sociétés qui sont les nôtres. Cela ne veut pas dire qu'il faut copier ce qui s'est passé, parce que le monde a changé entre-temps. Mais essayons de nous interroger sur les réalités qui sont les nôtres. Comment pourrions-nous construire un nouveau projet qui réponde aux préoccupations et aux aspirations de nos populations? Je pense que c'est ça la piste. En ce qui concerne donc ATT, Moussa Traoré, je pense il y a un débat là-dessus actuellement au Mali. Beaucoup de gens disent Moussa, il faut tous se pardonner. Moussa est bien. Moi, j'en ai été victime parce que j'ai été plusieurs fois en prison. Sous Moussa Traoré, j'ai été radié de la fonction publique. J'ai connu beaucoup de problèmes. J'ai perdu des amis qui sont morts sous la torture. Moi, je connais le régime de Moussa Traoré. Ceux qui disent que Moussa Traoré est bien, je dis non, il n'est pas bien. Mais seulement dans les écrits, j'ai dit pourquoi Moussa Traoré a peut-être le sens du pouvoir aujourd'hui, puisque une des critiques que je fais au processus démocratique, c'est qu'en combattant la dictature, nous avons aussi quelque part détruit l'État, l'autorité de l'État. L'État n'a plus d'autorité au Mali. Chacun fait ce qu'il veut. Il suffit simplement de s'arrêter à un coin de rue, on brûle les feux rouges. On ne respecte rien du tout. Les Maliens font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils pensent que c'est ça la démocratie.
la liberté de faire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Il y a une anarchie telle que, justement, au niveau du ressenti des populations, il y a un besoin d'hommes forts, à tel point que si Kagame se présentait aujourd'hui au Mali, il allait être élu haut la main comme président de la République. Donc, il y a cela au fond des questionnements que les gens se posent, tellement le désordre est dans un état tel. Des enseignants aujourd'hui qui grèvent depuis des mois, et une de leurs exigences, de se faire payer les mois pour lesquels ils n'ont pas travaillé. Les magistrats ont fait trois mois de grève. Je ne juge pas de leurs revendications, mais au bout du compte, ils exigent que les périodes pour lesquelles ils n'ont pas travaillé soient payées. Et ils considèrent cela comme normal. Je dis, mais ce n'est pas cela du syndicalisme. Moi, j'ai été syndicaliste. Je pense qu'on n'a pas le droit de revendiquer d'être payé pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Ce n'est pas honnête. Donc ça pose des problèmes. En ce qui concerne l'économie mafieuse, j'en parle assez souvent, et que, en réalité, un des ressorts fondamentaux donc, des rébellions dans le Nord, c'est une bataille pour les contrôles des routes de trafic, notamment de drogue. Il y avait des marchandises, il y avait des armes. Maintenant, de plus en plus, il y avait les otages à un moment. Maintenant, de plus en plus, c'est le trafic de drogue. C'est devenu une donnée fondamentale de l'économie dans cette région du Mali. Et ce ne sont pas seulement les rebelles qui sont impliqués. Les services de sécurité maliens sont impliqués. L'État malien est impliqué. Les hommes politiques sont impliqués. Il y a un quartier à Gao qui s'appelle Cocaine City. Le maire de Gao est un trafiquant de drogue notoirement connu. Donc, il y a cela. Mais au-delà, je pense que cela ne suffit pas pour expliquer toute la situation au Mali. Et souvent, on nous dit aussi, oui, bon, ça ne va pas au Mali parce que vous êtes corrompus. Tu dis, c'est vrai. Mais cela n'explique pas la domination du système capitaliste international. Moi, je pense que, en termes marxistes, la contradiction principale, c'est cela. Et que si on ne règle pas cette question-là, on ne règle pas l'essentiel. Le problème n'est pas... Il faut bien sûr lutter contre l'économie mafieuse. Mais lutter contre l'économie mafieuse suppose aussi la lutte contre ce système capitaliste mondial qui gangrène notre pays. Et lutter contre ce système capitaliste dominant signifie aussi qu'il faut se battre pour l'évacuation des bases étrangères. Modibo Keïta l'a compris très tôt et à l'indépendance, a demandé le départ de toutes les troupes étrangères. La preuve aujourd'hui faite, on a pensé qu'il suffisait d'envoyer les troupes françaises que les problèmes du Mali vont être réglés. Ça s'est empiré. Donc, essayons de régler nos problèmes sans intervention extérieure. Moi, c'est l'axe fondamental de ma réflexion. Je dis la paix au Mali, il y aura la paix au Mali quand on réussira à faire partir toutes les troupes étrangères. La sécurité au Mali, c'est l'affaire des Maliens. Un État souverain ne doit pas sous-traiter sa sécurité. Donc, les réformes institutionnelles, on est dans le cœur de l'action à ce moment. Je pense aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le Conseil de sécurité qui fait pression sur le Mali. Ultimatum. Vous devriez faire des changements institutionnels, une réforme constitutionnelle. C'est en cours. On nous impose un calendrier. On sait très bien que les accords d'Alger nous ont été imposés de l'extérieur. À l'époque, on a dit au Mali, c'est à prendre ou à laisser. Sous la contrainte, on a signé les accords d'Alger. Mais les rebelles qui étaient partie prenante, et ils disaient qu'ils ne pouvaient pas signer en l'État, on a accepté d'intégrer leurs revendications là-dessus. Mais à l'époque, les Maliens étaient contre majoritairement, et le gouvernement malien le savait, lui-même il était contre. Mais ils n'ont pas eu le courage politique de s'y opposer. Et pire, ils ont décrété l'état d'urgence pour empêcher les Maliens de manifester leur désapprobation. Et aujourd'hui, on fait le forcing pour signer une constitution qui, à terme, va faire éclater le Mali. Les Maliens le savent, le sentent, ils n'en veulent pas. Pourtant, on fait le forcing.
Je pense aussi que ça, c'est une question. À mon avis, je pense que la question fondamentale du Mali n'est pas la réforme constitutionnelle. On ne décentralise pas un État inexistant, un État failli, comme on dit. Il faut reconstruire l'État Mali. Si la France veut jouer un pays ami du Mali, elle doit aider l'État malien à se reconstruire. Mais pas en disant, il faut vous décentraliser, il faut, etc., etc., etc. C'est pourquoi les Maliens sont contre la réforme institutionnelle aujourd'hui. Ce n'est pas une urgence. Mais ça veut dire, en même temps aussi, que nous, Maliens, nous avons le devoir de réfléchir à des alternatives. Parce que le système constitutionnel, je vous l'ai dit, c'est une pâle copie du système français. Déjà, chez vous, ici en France, vous savez très bien que ça ne marche pas. Diable, pourquoi ça va marcher chez nous? Donc, c'est à nous de faire l'effort de reconstruction théorique. C'est pourquoi j'insiste sur cette question d'indépendance théorique. Elle est fondamentale. C'est un enjeu stratégique. Si nous ne sommes pas capables, en tant que Maliens, en tant qu'Africains, d'appréhender et de réfléchir à nos propres problèmes, mais de confier cela à l'expertise internationale, nous n'en sortirons jamais. Donc cette question d'indépendance théorique est un préalable. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Et je pense aussi que la question de langue nationale, c'est une question stratégique. Il y a eu des expériences au Mali. Mais pourquoi les langues nationales, l'expérience des langues nationales n'a pas français? C'est à raison de l'objectif. Parce qu'on a introduit les langues nationales dans le système éducatif malien simplement parce qu'on sait que pédagogiquement, ça va mieux permettre aux Maliens de mieux maîtriser les Français. C'était l'objectif de cette réforme. Donc, on peut dire que déjà l'objectif dès le départ est faussé. Puisque, en fin de compte, on utilise une langue nationale pour mieux servir une langue étrangère. Je ne connais dans l'histoire aucun pays qui s'est développé à partir d'une langue étrangère. Ce n'est pas possible. Donc je dis à ce niveau-là aussi, essayons de réfléchir, mettons à profit donc les langues nationales pour construire un système éducatif performant. Cela ne veut pas dire que, oups, les langues étrangères, on va les balancer par-dessus bord, mais la priorité, ce sont les priorités du pays, les priorités fixées pour la satisfaction des besoins d'éducation des populations. Et ça, un passage obligé par les langues nationales. Mon ami Guimba fait un travail formidable donc, à ce niveau-là. Je disais tout à l'heure, le théâtre qu'il anime, ça se fait en langue nationale et comment cela a servi à ouvrir les esprits des Maliens. Voilà donc quelques questions que je voulais, en prolongement, je n'ai pas le sentiment d'avoir tout épuisé, mais l'avis de Joseph m'importe beaucoup parce qu'il me donne des éclairages. À un moment, j'ai pensé peut-être qu'il fallait écrire une page peut-être pour donner... j'ai un peu hésité parce que il y avait un choix à faire aussi au niveau de l'édition. Soit on faisait, parce que je savais ce que je disais, quand c'est un étranger qui le dit, il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas comprendre. Peut-être qu'il faut faire des notes de pas de page, mais ça aurait chargé le bouquin. Donc la formule que j'ai trouvée, c'est de faire une sorte de glossaire, comment dirais-je, d'acronymes et de choses pour essayer d'expliquer aussi quelques pages de portraits où je cite des gens, d'expliquer un peu ce que ces gens ont fait, pourquoi ils sont cités, etc., pour me permettre de donner des éclairages. Mais bon, on ne pouvait pas tout faire. Mais j'ai un projet comme je suis enseignant, peut-être la prochaine publication sera certainement sur l'éducation. C'est un enjeu fondamental. C'est vraiment un enjeu fondamental. Je pense qu'on ne peut pas résoudre les problèmes du Mali si on ne s'attaque pas à la question de l'éducation, de la formation des ressources humaines. C'est une question essentielle. La Première République l'avait compris, c'est pourquoi il y a eu la réforme de l'éducation de 1962. Moi, je suis un produit de la réforme de 1962 et j'en suis très fier. Et cette réforme a été saluée par l'UNESCO en son temps. C'était un exemple en Afrique. Aujourd'hui, on nous a dit qu'il faut privatiser tout ça.
On a privatisé l'école, c'est la catastrophe. On a privatisé la santé, c'est la catastrophe. On a tout privatisé au Mali. Ça ne se porte guère mieux. Même le gouvernement, on a privatisé. Le pays, on est en train de le privatiser. On ne s'en sort pas. C'est pourquoi je dis la question essentielle aujourd'hui, pour les Maliens, c'est la question de la souveraineté nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de Maliens sortent, ils disent la France, il y en a marre. Les Nations Unies, il y en a marre. Que les gens partent. On va s'en sortir, on va sombrer ou on s'en sortir, mais je sais qu'on s'en sortira parce qu'il y a les ressources humaines et intellectuelles nécessaires pour nous en sortir. Je vous remercie.